Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Donc une nouvelle thématique. Je vous l'avais dit lundi, c'est vrai que la semaine est très thématique. Là, on va passer 1 heure avec le capital développement. Je vais le dire comme ça, avec France Invest notamment et avec l'ensemble de ceux qui, alors, hors de la bourse, hors des marchés financiers, développent les entreprises avec comment est-ce qu'on va dire ça, avec des problématiques et des atouts qui sont différents et qui sont sans doute très très intéressants dans cette période. Puis vous le savez, demain on s'intéressera au prix de l'électricité et puis ensuite on reviendra sur des débats classiques la semaine prochaine. Allez, c'est parti, c'est Bismart, le capital développement pendant 1 heure. Donc on y va, c'est parti. Claire Chabrier, bonjour Claire. Bonjour Stéphane. Je ne vais pas vous refaire le coup, vous étiez venu nous voir au printemps dernier, Claire, quand vous aviez pris la présidence donc, de France Invest. Et je ne vais pas vous refaire le coup du capital, tout ça, machin, etc. Et tout. Vous voyez, voilà, j'ai décidé d'appeler l'émission Le Capital Développement. Donc voilà, le capital est là, il est bien présent. Et on va parler de son utilisation pendant 1 heure. Isabelle Combarel est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Donc député CEO de Swen Capital Partners, c'est ça Isabelle. Et de ce que j'ai compris, vous avez une compétence particulière autour de l'ESG, de l'impact investing. Voilà, qui est tout à fait ça. Swen Capital Partners est une société de gestion spécialisée sur l'investissement dit responsable. D'accord, c'est l'ensemble de la société de gestion. C'est toute notre stratégie d'investissement. Exactement. Alors, c'est une des dimensions dont on va parler, sans doute pas la seule évidemment, mais c'est évidemment l'une des dimensions dont on va parler. Mathieu Lade, bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. General Partners, White Star Capital. Oui, White Star Capital, c'est un fonds qui investit dans la technologie mondialement. On a des activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Et on aide les startups à se développer une fois qu'elles ont un modèle prouvé dans un pays. Et c'est en opposition au Black Star de Star Wars On n'a pas encore cette opposition-là. Vous êtes le Jedi face au Dark Vador. C'est pas mal, on devrait travailler sur ça. Et puis Olivier de Panafieux, bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Dans toute bonne assemblée, il faut un consultant. Voilà. Et donc, merci d'être là. Merci. Alors, un consultant qui joint le geste à la parole, car je mentionne que nous avons développé avec succès un fonds français qui investit dans des PME pour en faire des ETI. Roland Berger lui-même est acteur du capital investissement. Il est acteur du capital en étant sponsor, en étant minoritaire et en ayant fait en sorte de bénir la création de ce fonds spécialisé sur les PME françaises, dont on parlera peut-être parce que ce sont des cas intéressants, ces transformations de PME en ETI. Donc PME, alors définition là, PME, moi j'ai dans l'idée 250 000 boîtes en France à peu près, jusqu'à quoi, 250 salariés, c'est ça le... Oui, la limite c'est 250 salariés voilà, et ça, l'idée. Je crois 43 millions d'euros de chiffre d'affaires, il me semble, la limite officielle de l'INSEE, me semble-t-il. Mais voilà. La cible, quand on parle de PME par exemple, la cible qui peut vous intéresser en termes de taille d'entreprise, juste pour qu'on marque les choses. C'est entre 3,5 et 5 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation, de BE, qu'on appelle dans notre jargon abominable EBITDA, on appelle ça le BE. Non, mais on a le droit excédent but d'exploitation. Voilà, c'est ça notre cible. Et ce sont des PME françaises rentables, avec éventuellement un fonds technologique, mais surtout qui fonctionnent. Alors ça, c'est un des sujets dont on parlait d'ailleurs avec Claire quand elle était venue nous voir au printemps. C'est un des sujets qu'on va aborder, c'est-à-dire le sujet de savoir si aujourd'hui... il n'y a pas un prisme tel et une expertise telle du côté des spécialistes du capital développement qu'en fait vous allez chercher des boîtes qui n'ont peut-être pas forcément besoin de vous. Ce qui enjolive énormément les chiffres que vous donnez, Claire. Mais juste pour démarrer, le capital développement en France aujourd'hui, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, France Invest regroupe l'ensemble des acteurs du capital investissement et ça va de l'accompagnement des startups aux PME, aux ETI. Donc c'est vraiment tout le spectre de l'entrepreneuriat en France qu'on accompagne à travers, on a 380 membres chez France Invest. 8300 entreprises, c'est ça 8300 entreprises, 7000 en France. Dont 7000 en France. Dont 7000 en France, startup, PME, ETI. Plus de 20 salariés à chaque fois en moyenne, enfin oui, c'est sur les startups sans doute, dont exactement, peut-être pourra nous parler Mathieu. Mais... On a un certain nombre d'acteurs de capital risque, de venture, qui accompagnent des très jeunes sociétés naissantes. Donc ça va en fait, on couvre l'ensemble du spectre. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui de garder en tête en France, c'est que le capital investissement, c'est un métier qui est mature. Et pour un entrepreneur, finalement, quelle que soit
la taille de son entreprise, il peut aujourd'hui trouver un partenaire sur mesure. Je suis au stade de l'idée, donc il y a des business angels qui pourront m'accompagner. Je suis une PME régionale qui veut se développer en France ou en Europe. Je vais trouver un partenaire spécifique. Je suis une belle ETI française qui veut aller en dehors de France, en Europe ou à l'international. Je vais aussi trouver un partenaire. Donc le fil directeur entre tout ça, c'est vraiment d'accompagner des entrepreneurs qui ont des projets de croissance. Et c'est là qu'effectivement, je réponds à votre question. Oui, on cherche et on est là déjà pour financer ces entreprises, renforcer leurs fonds propres et les accompagner dans leur développement. Donc le filtre de départ, ce sont quand même des entrepreneurs qui ont des projets de développement. Voilà, c'est ça. Voilà. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Qui ont des projets de développement et dont vous avez identifié, mais justement, je vais vous demander un petit peu quelques secrets, enfin voilà, qu'on ouvre les portes de la cuisine, dont vous avez identifié le potentiel. Mais démarrons là-dessus, Claire, à travers le business model, l'équipe managériale, les premiers résultats, le portefeuille client. C'est quoi le déclic qui vous fait accompagner un entrepreneur ou une entreprise? Je pense que le point numéro 1 et le dénominateur commun de tous nos projets sont les entrepreneurs. C'est ça. Donc c'est la qualité de l'entrepreneur et de l'équipe de direction. Vous savez, je pense que tous ici, on a accompagné un certain nombre d'entreprises. Quand vous êtes sur un marché compliqué avec une bonne équipe, vous vous en sortirez toujours bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accompagne dans le long terme. On est des actionnaires de long terme. On va y revenir. 5 à 7 ans. Et donc, pendant ces phases-là, il se passe des choses qu'on n'a pas forcément prévues au début. Et avec une bonne équipe, on s'en sort toujours. Si tu es sur un marché compliqué avec une bonne équipe, tu t'en sors toujours. Si tu es sur un marché porteur avec une mauvaise équipe, tu t'en sortiras jamais. Tu t'en sors moins bien. Vous êtes d'accord ? Mathieu, vas-y. Ouais, peut-être pour apporter un éclairage là-dessus. C'est vrai que dans l'univers technologique, on mentionnait tout à l'heure les business angels, mais aujourd'hui, le capital risque, c'est quelque chose d'un peu différent, le plus structuré. C'est pas seulement les business angels. Oui, c'est ça. Je voudrais même qu'on en sorte parce qu'on en a énormément parlé. En fait, il y a eu une surmédiatisation un petit peu de ces business angels. Oui, mais c'était la première étape aussi. C'était l'amorçage. Et puis aujourd'hui, il y a des fonds d'amorçage. Il y a des fonds comme nous qui font des chèques de 5 à 15 millions dans des boîtes. C'est ça, la taille des chèques qu'on fait. Nous, on investit dans des boîtes qui font souvent entre 0, entre 1 et 50 millions de chiffre d'affaires quand on rentre. C'est des sociétés qui ont, comme on dit, des unit economics positifs, c'est-à-dire une marge brute qui est positive. Ensuite, elles peuvent être en EBITDA ou en EBIT encore négatives, mais on les accompagne dans leur croissance et on les accompagne jusqu'à être des sociétés qui deviennent, comme on dit aujourd'hui, des licornes, voire des décacornes. On a 6 sociétés à plus d'1 milliard dans notre portefeuille pour donner un ordre de grandeur. Donc, c'est plus du tout l'écosystème d'il y a 5 ans. Donc, équipe managériale, ça donc, reste équipe managériale. Équipe managériale en premier, surtout au tout début, mais petit à petit, c'est équipe managériale. Marché adressable significatif, parce que pour avoir la meilleure équipe managériale, s'il n'y a pas de marché ni existant ni adressable à 5 ans, on ne risque pas d'aller où que ce soit. Et puis assez vite, nous, quand on rentre, il y a analyse des chiffres, analyse des KPI, nombre de clients, traction du chiffre d'affaires, etc. Est-ce que, juste équipe managériale, le merveilleux Eric Carrel, parlons-en, WeThings, etc. et tout, il m'avait dit un jour, dans la tech, il faut que le patron soit capable de démontrer lui-même sa techno. C'est vrai ça? Alors c'est surtout... Il faut que le gars soit capable de prendre l'objet et de m'expliquer pourquoi ça va être une tuerie. C'est une culture très anglo-saxonne, ça, et qui infuse beaucoup en Europe maintenant. Les premiers entrepreneurs de la tech aux États-Unis étaient les types qui créaient le produit eux-mêmes. Voilà. Donc forcément, ça donne des gens qui ont une capacité à parler de leurs produits et à voir les nouveautés en termes de produits qui est significative. Ça reste vrai? Maintenant, ce qu'on voit en Europe, c'est qu'on a souvent besoin de duos ou de trios, notamment pour convaincre des investisseurs, qu'on est capable à la fois de créer des produits de génie, mais aussi de les vendre correctement. Et donc, ça a été un peu, vous savez... Il faut Steve Jobs et Tim Cook. Si on peut avoir de là, démarrage, on m'appelle très vite. Hein. Nous, on est preneurs. Mais il faut les détecter surtout très tôt. Bon. Isabelle, même chose, équipe de management? Équipe de management clé, capital humain clé, et je te rejoins, il faut absolument une complémentarité des compétences pour pouvoir emmener l'entreprise, le projet encore plus loin. Ouais. Et quand on regarde le marché adressable, c'est en effet le marché adressable à court terme, à moyen terme et à long terme. Et donc on doit avoir en face de nous une équipe de management qui a vraiment cette capacité aussi à s'ouvrir à 360 degrés. Et donc c'est toujours une équipe, alors il n'y a plus... Un gars seul, c'est fini. Enfin, ou une fille. On aime bien quand même les équipes. Il y a une équipe, parce que ça réduit aussi ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon aussi, l'homme clé, le risque homme clé. Donc on aime aussi avoir des équipes parce qu'aujourd'hui, on pense aussi que les enjeux sont tellement complexes à adresser qu'il faut une complémentarité
des compétences autour de la table et être capable d'attirer et d'embarquer l'ensemble des collaborateurs sur ce projet. Je pense qu'on peut même élargir, non seulement ce n'est pas forcément l'homme ou la femme clé, mais l'équipe, mais c'est même l'écosystème. Bien souvent, on s'aperçoit que ces sociétés qui sont avec des membres de l'investissement alternatif, donc finalement non coté, capital d'investissement dans leur capital, ont autour d'elles un écosystème d'aide assez important, qu'il s'agisse de banquiers, de conseillers. Oui, mais là, on sort de l'équipe managériale. Là, oui, bien sûr, on en sort. À ce moment-là. Mais en revanche, il y a une intensité de recours à l'écosystème qui est supérieure à la moyenne. Et donc il y a globalement, si vous voulez, énormément d'énergie, d'intelligence humaine qui se met autour de toutes ces sociétés. Et tout le monde peut en faire autant. Enfin, je veux dire, c'est tout. Mathieu, clair. Un mot ou Claire, vas-y Claire. Je partage. Effectivement, l'équipe est clé, mais c'est là qu'on intervient. C'est-à-dire que au moment où on rentre, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une jeune entreprise, une PME ou une ETI, c'est aussi notre rôle d'actionnaire professionnel d'apporter notre savoir-faire. Et donc, s'il faut renforcer à tel ou tel endroit dans l'entreprise pour réussir le plan de croissance, qui est souvent quand même impulsé par un dirigeant, et par son équipe proche, souvent il va falloir aussi renforcer ces équipes. Et ça, c'est exactement ce que disait Olivier. Notre savoir-faire, c'est aussi d'apporter cet accompagnement de structuration de la société et de développement. C'est la clé, c'est le premier sujet. 8300 entreprises, dont 7000 en France. Pourquoi pas plus ? Et est-ce qu'il y a, et moi je voudrais qu'on démarre avec ça, notamment du côté des PME, une espèce de réticence de nos chefs d'entreprise à vous ouvrir les portes, et si oui, pourquoi ? Alors, oui. D'accord, voilà. Oui, et c'est un sujet sur lequel, évidemment, on passe beaucoup d'énergie. Mes prédécesseurs ont passé beaucoup d'énergie chez France Invest. Moi aussi, on va continuer à le faire. Alors, c'est le postulat de départ. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'idées reçues de dirigeants d'entreprises familiales, de se dire, si je fais rentrer un partenaire financier, est-ce que je ne vais pas perdre le contrôle de ma société ? Est-ce que je ne vais pas perdre l'âme, l'ADN de ma société ? Est-ce que je serai toujours le propre patron ? Fragiliser l'équipe. Tu disais, tu vois, à un moment, nous on arrive, il faut renforcer l'équipe. Renforcer, oui, pas besoin de renforcer, une inquiétude par rapport à la façon dont l'entreprise était gérée. Ouais. Donc j'ai un partenaire extérieur qui arrive alors qu'on vivait dans cette entreprise familiale depuis des années. Ouais. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Crainte aussi de lourdeur de reporting, question aussi sur la sortie. Comment sortira le partenaire financier ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Il y en a beaucoup. Donc nous, on travaille, on a mis en place d'ailleurs des vidéos chez France Invest d'entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs pour leur expliquer comment s'est passée leur vie commune avec un partenaire financier. Et je pense que c'est quand même le meilleur témoignage de dire, voilà, dans la vraie vie, comment ça se passe. Donc oui, un partenaire financier, ça demande du reporting. Mais le reporting, il est d'abord pour le dirigeant et l'équipe de management pour arriver à avoir une meilleure lisibilité et à pouvoir se projeter. Donc, ce sont des bonnes pratiques, ce que disait Olivier, ce sont ces bonnes pratiques de gouvernance qui font qu'on peut partager, en fait, avec les entrepreneurs pour leur permettre, justement, de se structurer et accélérer. On investit chaque année, en France, dans plus de 2000 entreprises. Donc, c'est un chiffre qui est à peu près stable. On est entre 2000 et 2300 entreprises. Donc c'est une de nos ambitions fortes, évidemment, c'est de doubler ce nombre d'entreprises accompagnées. Donc on continue à travailler pour convaincre les entreprises familiales, mais je suis assez confiante. Parce qu'avec ce qui vient de se passer en 2020 et le travail qu'on a fait en fait à côté des entrepreneurs pendant la crise sanitaire, où, croyez-moi, il était quand même plus agréable pour un entrepreneur de ne pas être tout seul. Tout à fait. Quand du jour au lendemain, il a fallu mettre ses salariés en télétravail. Donc, je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience, c'est ce qu'on voit dans les discussions qu'on a avec les entreprises familiales, de dire finalement, ne pas être tout seul dans ces moments difficiles, c'est quand même plus confortable. Isabelle, mais juste revenons sur la réticence. Tu la constates aussi, même chose Je la constate, mais je suis aussi extrêmement positive parce qu'en fait, on vient aussi nous chercher, pas
que pour l'argent. Et c'est là l'intérêt de notre métier. Et je rebondis sur ce que dit Claire. En fait, on est là pour... On vient vous chercher ou c'est vous qui allez chercher? Alors, on vient nous chercher. D'accord. Et on va aussi chercher. D'accord. Alors, on vient nous chercher pour des raisons, pour des expertises particulières quand on est sur une thématique d'investissement. Et on va aussi chercher, parce que c'est aussi notre rôle, d'animer... Oui, mais mon sujet, Isabelle, c'est pourquoi on ne va pas plus vous chercher? Pourquoi on ne va pas plus nous chercher? Parce que je pense qu'en effet, il y a besoin de communiquer beaucoup plus sur notre rôle de création de valeur, au-delà d'être un apporteur de fonds et faire en sorte qu'on crée encore plus de valeur financière. On est là aussi pour plus de choses. Et en gros, est-ce que vous prenez le contrôle de l'entreprise? Parce que c'est ça, en fait, la peur du chef d'entreprise. À un moment, c'est ce gars va prendre le contrôle de ma boîte, quoi. Ouais. Je peux peut-être répondre. Bah oui. Dis Claire. C'est la patronne. Non, mais je pense que ça, sincèrement, c'est on revient sur nos cas des années 80 aux États-Unis où mais ils ne les connaissent pas. Cette idée que les fonds d'investissement prennent le contrôle des sociétés, c'est pas le cas en France. Le capital investissement français, c'est pas ça. Hein. Aujourd'hui, le capital investissement français, vous cherchez un partenaire minoritaire, vous pouvez trouver un partenaire minoritaire. Je suis une entreprise familiale, je veux commencer au capital investissement, je prends un partenaire minoritaire. Donc j'ai une gouvernance qui est très claire et très établie. Ce partenaire financier sera et restera minoritaire. C'est absolument pas la façon de faire du capital investissement français. Donc des exemples de prise de contrôle de sociétés sur les 40 dernières années, il y en a très peu. Il y en a très peu. Ouais. En revanche, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, et peut-être Olivier aura des éléments à nous donner là-dessus, parce que je trouve que c'est très intéressant dans l'entrepreneuriat français, on voit des nouvelles générations de dirigeants, c'est-à-dire des dirigeants qui sont arrivés dans des entreprises qui n'étaient pas forcément les fondateurs de ces entreprises, qui sont recrutés finalement comme dirigeants, et qui petit à petit, après plusieurs accompagnements d'acteurs du capital investissement, deviennent des actionnaires significatifs de l'entreprise, donc dirigeants et managers. Donc, ce sont des entrepreneurs qui... ok, mais restons sur l'idée et comment convaincre, parce que on va en dire un mot évidemment, mais la période que nous avons traversée, je pense, ça a fait prendre conscience à beaucoup de dirigeants que les fonds propres, ça avait du sens, que le capital, ça avait du sens, que même les reporting, ça avait du sens. Beaucoup, moi, m'ont dit, mais en fait, je ne savais pas quel était mon point mort. C'est-à-dire, combien est-ce que l'entreprise dépensait d'argent chaque jour? En fait, j'en savais rien. Enfin, voilà, autant d'éléments, j'imagine que vous mettez d'équerre quand vous débarquez quelque part, mais comment convaincre, justement? Alors, nous, dans le secteur technologique, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que toi, c'est l'inverse. Les entrepreneurs arrivent à un moment où ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à consacrer, souvent déjà une très belle boîte, mais leur sujet, c'est plutôt le capital. Oui. Mais c'est pas que ça. Parce que si c'est que le capital, en ce moment, du capital, on peut en trouver dans beaucoup d'endroits. Nous, le combat est plutôt inverse. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir, pour donner 2-3 chiffres. Hein. Sur cette dernière année, on a 3000 entreprises qui nous ont sollicité pour un financement. On a fait à peu près 300 due diligence, comme on dit, donc des analyses plus poussées sur une entreprise. Et là-dessus, on a fait une vingtaine d'investissements. Donc c'est ça le filtre. Mais de l'autre côté, les très bonnes entreprises, il ne faut pas attendre qu'elles viennent vous voir. Il faut aller les chercher, il faut aller les dénicher le plus tôt possible. Et nous, on est dans un environnement où il faut prouver aux entrepreneurs que non seulement on peut apporter, on ne va pas être une menace, mais qu'en plus, on va apporter de la valeur. Parce que si on n'apporte que de l'argent, ils en ont plein qui leur proposent. Et donc, on fait ce que fait Claire aussi, c'est-à-dire aller proposer aux entrepreneurs, aller parler à tous ceux qu'on a accompagnés ces 7 dernières années. Mais pas un copain que j'ai choisi. Tous dans la liste. Et ça, c'est la meilleure publicité qu'on peut faire. C'est le premier élément. Tu sais, Mathieu, ça me fait penser, c'est le fameux... Alors, il était fameux il y a quelques années, je ne sais pas s'il l'est encore, le numéro de Challenge, où il y a les 100 startups où investir. Et je discutais avec un investisseur, comme ça, je disais, alors tu regardes le truc? Et il me disait, ah bah non, si c'est dans Challenge, c'est déjà foutu. Hein, c'est ça. Hein. On pourrait être un petit peu plus nuancé, parce que y avait nos amis de Challenge, mais c'est vrai que nous, on a un travail d'analyse à faire pour aller chercher les meilleures boîtes très très tôt. Notamment, un des critères clés qu'on voit aujourd'hui, c'est de trouver ce qu'on appelle les repeat entrepreneurs, ceux qui ont déjà créé une entreprise. Non, mais restons sur notre sujet de comment convaincre aujourd'hui, alors je vais parler comme les hommes politiques, nos chefs d'entreprise, ce qui mettent du possessif partout, vous avez remarqué, là c'est la mode. Donc nos chefs d'entreprise, d'ouvrir leur capital, de donner davantage de solidité à leurs entreprises. Alors Stéphane, d'abord, ils sont en cours de conviction en ce moment, parce que si vous prenez la classe d'actifs, elle a beaucoup plus de flux entrants que de flux sortants. Donc la soustraction fait qu'elle ne cesse de croître en fait. Hein. Donc la classe d'actifs ne cesse de croître. Il y a en effet une
une forme d'évangélisation en amont pour faire rentrer dans la classe d'actifs. Et puis après, le plus souvent, les sociétés sont très successful. Elles se développent assez fortement et donc elles grandissent et puis éventuellement elles finissent par en sortir. Mais souvent après, un accompagnement qui peut être assez long, qui peut durer 10 ou 20 ans sur bien des cas. Et après, éventuellement, elles finissent par être... Si long que ça ? Ah ben oui, vous avez des cas de sociétés qui sont retournées. Mais la moyenne, c'est quoi ? C'est 6-7 ans. Ah non, mais c'est avec plusieurs fonds. D'accord. Avec plusieurs fonds. Voilà, exactement. Donc globalement, ils sont en train d'être convaincus. C'est quand même un élément de réponse important. Après, ils sont souvent convaincus parce qu'il y a un moment donné où c'est nécessaire pour l'entreprise soit de croître, parce que soit elle croît, soit elle laisse d'autres concurrents croître à sa place, et donc elle deviendra éventuellement la proie d'un autre concurrent. Donc il y a toujours un momentum stratégique qui fait que l'entrepreneur se dit « je dois croître ». Et pour croître, je manque de moyens, donc je dois m'adosser, et donc c'est nécessaire. Et c'est notamment tout le secteur des reprises auprès des fondateurs, qu'on appelle les hobos, où en fait le fondateur se rend bien compte qu'il faut qu'il se fasse accompagner par un fonds pour pouvoir redonner de la dynamique et au passage prendre un peu de cash tout en restant en position de direction. Mais là, Olivier, tu mets le doigt sur... Il y a deux sujets. Le premier, c'est quand même... Globalement, on est dans un capitalisme français qui répète assez souvent l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés » quand même. Est-ce qu'ils ont tant que ça envie de croître, en fait, nos chefs d'entreprise ? Et notamment les chefs d'entreprise du baby-boom qui ont aujourd'hui 55, 60 ans, un peu plus de 60 ans. Est-ce qu'ils ont tant que ça envie de croître ? Écoute, quand même, regarde. Moi, je me souviens très bien, quand je suis sorti de l'école, ça semblait inimaginable d'aller dans une PME. Okay, c'était l'image de la société qui n'allait pas croître. Aujourd'hui, aller dans une PME qui va être, par exemple, une petite opération avec capital transmission, enfin un petit LBO quoi, dans notre jargon, c'est très attractif parce que tu te dis que tu ne rentres pas seulement dans une PME, tu rentres dans une aventure, ce qui n'est pas complètement pareil. Ouais. Et bien que ce soit, en théorie, à peu près une activité identique, tu rentres dans une aventure. Et moi, je vois, chez Roland Berger, on perd plus de 50% des consultants qui nous quittent, à peu près vers l'âge de 28-30 ans, pour partir où ? Eh ben, dans toutes les sociétés accompagnées par le capital investissement. Et je dis 5 ans, c'est même plutôt 70, je crois. C'est l'immense majorité, en tout cas. Et tu verrais à quel point les yeux brillent, les yeux pétillent. C'est l'aventure. Bon, c'est bien, voilà, ça. C'est l'aventure. Donc, on va avoir un grand... Enfin, la fameuse falaise démographique qui touche l'ensemble du pays va amener un renouvellement générationnel qui, à votre avis, va permettre et je pense davantage... Pardon Stéphane, je pense qu'on est aussi dans un monde qui se transforme et qui devient de plus en plus complexe pour les entrepreneurs. Alors, c'est le moment, ça, effectivement, c'est un autre sujet, allons-y. Ça change la donne pour un entrepreneur parce que non seulement il faut que son produit soit compétitif, mais en plus, il faut que son produit soit attractif pour le consommateur qui regarde son produit avec des yeux différents. Quel est l'impact sur l'environnement du produit que j'achète ? Quel est aujourd'hui, comment je vais attirer, ce que disait Olivier, des talents dans mon entreprise ? Je suis une PME, donc je suis confrontée à cette guerre des talents. Comment je vais attirer des talents ? Comment je vais faire que mes produits sur le marché restent des produits attractifs ? Comment je vais faire pour répondre à des clients ETI ou grandes entreprises qui ont des exigences de plus en plus importantes pour moi, patron de PME, en termes notamment d'empreinte environnementale, de traçabilité. C'est clair, ça. Donc, il y a des enjeux vraiment d'accélération. Et en sortie de crise, honnêtement, pour nous, vraiment la profession et pour France Invest, on a une accélération sur les 18 derniers mois sur ces thématiques qui sont des thématiques extra-financières, en fait, de transformation profonde des entreprises sur les sujets environnementaux et sociétaux qui sont tellement fortes pour un patron de PME que ça ne sera pas simple d'être tout seul pour faire face à ces sujets-là. Stéphane, en fait, vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous allez chercher les entreprises ou est-ce qu'elles viennent aussi vers vous ? Et parfois, elles viennent vers nous exactement pour cet accompagnement. Et en fait, aujourd'hui, il y a une attente tellement forte de la société civile, on parle de ça, c'est justifier son utilité en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant. C'est extrêmement complexe. Ouais, enfin, on va aussi chercher... La société civile, mais de manière beaucoup plus prosaïque. Aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre, les grandes entreprises sont toutes soumises à l'étude de ce qu'on appelle leur fameux Scope 3, là, aujourd'hui. Voilà, l'ensemble de leurs fournisseurs, l'ensemble de leurs sous-traitants. On a un package réglementaire qui arrive et qui va toucher toutes ces grandes entreprises. Et puis après, ça va se décliner dans les plus petites. Voilà. Et donc, finalement, qui n'ont peut-être pas les moyens, en fait, elles, exactement. Et en fait, de faire tout le boulot. Il faut aussi se mettre à la place du chef d'entreprise. Il a déjà une équipe à fédérer, il a des sujets très opérationnels tous les jours à gérer. Ces nouveaux enjeux qui sont très complexes, et nous on le voit au niveau de nos équipes
de chez Swen, par exemple, on va aller s'associer avec des partenaires scientifiques pour aller trouver les bons moyens d'accompagner telle entreprise dans tel secteur. On va faire jouer l'écosystème. Très, très important. L'écosystème, c'est vraiment capital aujourd'hui. Et donc, par le biais des investisseurs en capital, le chef d'entreprise a accès à un nouveau réseau, à un réseau plus large, à un écosystème de connaissances de spécialistes qu'il n'aurait jamais en interne, parce que économiquement, ça n'est pas intéressant d'avoir ça dans une entreprise qui va être sur un secteur large. On va avoir des expertises vraiment très pointues qu'il va falloir aller chercher à l'extérieur. Et donc nous, on est là aussi pour permettre ça. On est là pour leur aider à ouvrir leur chakra aussi sur ces sujets-là. La rétention des talents, ça va être un challenge grandissant sur les années à venir. Comment on les retient et comment on les attire. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vrai que vous voyez ce phénomène des entreprises à mission. C'est quand même ça. Mais là, on est en train d'ouvrir tous les tiroirs, Isabelle. Mais non, mais je retiens le truc très très important parce que, alors là aussi, on en discute régulièrement avec des chefs d'entreprise, tout ce qui est le cœur de votre activité. En gros, aujourd'hui, une PME, même une grosse PME, enfin c'est ce truc, grosse PME, une petite ETI, je vais le dire comme ça un peu brutalement, mais les gars sont comme des lapins dans les phares d'une voiture, c'est-à-dire on ne sait pas quoi faire en fait. Les injonctions sont tellement fortes, elles partent tellement dans tous les sens qu'effectivement, il y a une nécessité d'avoir des repères, des experts, des... C'est ça. Et en fait, nous, on est là juste pour les aider à faire le tri. Bien, voilà quels sont vos principaux enjeux. Et voilà ce que des experts valident. Et on va se concentrer là. Ce qu'on vous propose, c'est on va vous mettre en relation avec un tel. Nous, on est là aussi pour vous accompagner parce qu'on a des équipes spécialisées en interne. C'est plus simple pour une société de gestion comme nous, puisqu'on peut accompagner des dizaines d'entreprises. Tout à fait. Et donc, on centralise, on internalise ces expertises. Même chose avec la transition digitale, parce que on parle évidemment du climat, mais la digitalisation et l'accélération de la digitalisation post-Covid est sans doute aussi quelque chose qui frappe énormément les chefs d'entreprise. Et là, pareil, il faut qu'on soit accompagné pour faire les bons choix. Alors oui, et en fait, nous, ça, on l'a vu l'année dernière, au mois de mars, en fait, en 2020. C'est-à-dire, on disait, oui, nos entreprises, c'est vrai, nos entreprises, on les accompagne, on les muscle, on leur donne tous les ingrédients pour réussir. On partage avec eux tous les ingrédients pour réussir. Mais quand il a fallu, justement, passer en télétravail du jour au lendemain, quand il a fallu, je pense à une société d'éducation que j'accompagne, quand il a fallu que les 30 000 élèves fassent cours à distance chez eux, il fallait que les sociétés soient digitalisées. Il fallait qu'on ait déjà anticipé ce travail-là de digitalisation. Et là, je pense que c'est pour ça que je dis que cette crise a aussi changé les choses. C'est-à-dire que toutes ces sociétés qu'on accompagnait, nous, on est à côté d'eux en permanence sur ces thématiques-là. Donc là, on parlait des sujets environnementaux. La digitalisation, ça fait longtemps qu'on est sur ce sujet-là. Eh bien, quand on était digitalisé, par exemple pour les distributeurs aussi, le retail en dur, quand on était digitalisé en mars 2020, ça a sauvé la vie des entreprises qui étaient accompagnées. Donc, je pense que... Mais ces briques d'accélération, en fait, ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire qu'on a eu la digitalisation, on a maintenant ces sujets environnementaux et sociétaux, et c'est pour ça que je disais que les enjeux d'un dirigeant il y a quelques années, c'était, oui, il faut que je fasse de la croissance organique. Je faisais ma croissance organique. J'avais une cible d'acquisition déjà, c'était pas évident, donc nous, on jouait ce rôle d'accompagnement pour faire des acquisitions et grandir. Mais maintenant, en plus de cette simple croissance, il faut que cette croissance soit juste, que cette transition soit juste et qu'on transforme en profondeur les entreprises. Un mot, vas-y, Isabelle. Si je peux me permettre, et aussi c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, parfois, on voit qu'on arrive et on décomplexe les patrons. Parce qu'en fait, sur ces sujets un peu extra-financiers, qu'on appelle extra-financiers, qui sont liés à comment moi, j'essaie de mettre en place une mission sur mon entreprise, comment j'arrive à fédérer mes collaborateurs et à les accompagner vers quelque chose, finalement, qui dépasse l'intérêt purement économique de l'entreprise. Eh bien, en fait, on voit que parfois, on arrive là, on titille un peu l'équipe managériale et en fait, ça permet d'ouvrir les vannes et souvent, ils sont ravis de pouvoir aborder ce sujet-là qui, en fait, était véritablement dans leur ADN, mais entre guillemets, c'était pas un sujet, c'était presque un sujet un peu trop bisounours. Et là, finalement, nous, on arrive, nous les financiers, et puis on dit, mais ça, c'est clé. C'est pour ça.
Vous avez dit, Isabelle, on va marquer une pause là, mais vous avez dit qu'il dépasse l'intérêt économique de l'entreprise. Mais non, en fait. C'est-à-dire que si elle ne le fait pas, elle va tout simplement être sortie du marché. Donc, mais alors, on est complètement d'accord. Voilà. C'est qu'en fait, elle ne fera pas. Enfin, l'idée, c'est être parmi les leaders demain. C'est même une question de vie ou de mort. C'est même pas parmi les leaders, non? C'est juste continuer à exister ou être sorti du marché. Oui, on voit même des exemples de business qui se sont construits parce qu'ils avaient un impact. C'est-à-dire, nous, on investit dans les trottinettes électriques il y a 3 ans. La mutation du tout pétrole à l'électrique dans les villes, ça fait que ce genre de société passe de 0 à 1000 salariés en 3 ans. Et on se retrouve. Mais si on a parlé de l'impact des trottinettes électriques, là, on a un débat. Mais Stéphane, vous préférez avoir une personne toute seule dans un Uber en train de créer des embouteillages dans Paris, ou vous préférez qu'elle ait une mobilité électrique qui soit beaucoup plus appropriée à son mode de transport, au nombre de personnes qui sont sur le véhicule, etc. C'est évidemment la transition. Discute ensemble de la durée de vie des batteries. Oui, elles sont très longues maintenant, les trottinettes. Oui, maintenant les trottinettes sont recyclées. Oui, bien sûr. La masse de ces trottinettes qu'on retrouve au fond de la Seine. Non, c'est fini ça, Stéphane. C'est votre image, elle a 3 ans. Elle a 3 ans d'âge. Maintenant, les trottinettes, elles durent des années, elles sont recyclées. Je suis intoxiqué par le patron de City Scoot qui avait des démonstrations mais implacables sur en fait l'horreur écologique que représentaient les trottinettes. Mais en même temps, c'était son business. City Scoot. Bien sûr. C'était son business. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. On continue à parler de capital développement et accessoirement de trottinettes. On repart les amis, on repart donc autour de cette émission passionnante sur le capital développement, le capital investissement. Sujet de réindustrialisation, est-ce que ça vous pouvez y participer? Je crois que c'est toi Claire qui me disais que c'était 25% de vos investissements aujourd'hui qui sont dans l'industrie. En fait, on a une image, on parle beaucoup dans la presse de tech, de licorne et tout à fait. Mais on n'a pas exactement l'image correcte des investissements et de la nature des investissements des acteurs du capital investissement, parce qu'en termes de secteur, l'industrie, c'est à peu près 25% pour nous. Donc, c'est des entreprises qui sont sur les territoires en France. Alors, j'ai quand même quelque chose à souligner, c'est que nos principaux secteurs d'investissement sont la santé, les biens et services, l'industrie et tout ce qui est tech et services informatiques. Donc ça, on va dire entreprise en croissance rapide, voilà, digitale. Ce sont les quatre grands secteurs. Donc évidemment, la santé, et ça c'est d'ailleurs un peu un des sujets des derniers mois, la santé c'est un secteur qui a pris plus de place, qui est passé secteur numéro 1. Ouais Claire, mais ma question c'était sur la réindustrialisation. J'y reviens. Ouais, j'adore ça. C'est 25%, Stéphane. Oui, mais justement, alors parlons-en. Et donc, l'industrie, c'est des sujets que les acteurs du capital investissement accompagnent, sur lesquels il se passe beaucoup de choses en ce moment, puisqu'en fait... C'est une cause nationale, en fait, on a l'impression. Le cœur de l'industrie, c'est l'innovation. Et en fait, je pense qu'il y a un parfait lien avec tous les sujets de tech qu'on aborde aujourd'hui. C'est que la réindustrialisation française, elle passe par l'innovation dans nos entreprises industrielles et le financement de cette innovation. Et c'est pour ça qu'on a besoin, et nous on est convaincus qu'il faut qu'une partie de nos investissements aille dans une innovation qui fait le lien avec les entreprises industrielles. Aujourd'hui, je vous avais déjà donné cet exemple-là la dernière fois avec une entreprise qu'on accompagne qui s'appelle Chero. Mais oui, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, mais qui travaille sur l'hydrogène. Mais c'était très intéressant. Et qui travaille sur l'hydrogène, parce que je pense à l'hydrogène pour dire que sur ces sujets d'industrialisation profonde et de transformation des entreprises, on a aujourd'hui le plus grand fonds mondial qui est en train de se lever en France sur le sujet de l'hydrogène, qui va faire 1,5 milliard d'euros. Et ça, en fait... Fonds privés, à 100% privés ou avec des fonds publics? Financés par des acteurs privés. Par des acteurs privés. Qui vient d'être annoncé. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ces sujets qui sont des sujets de transformation de l'industrie viennent à la fois en fait des entreprises industrielles et donc nous du financement et de l'accompagnement qu'on fait dans ces entreprises industrielles, mais qui nécessitent, et là je rebondis sur ce que disait Olivier, c'est qui nécessitent des entreprises d'une certaine taille, parce que pour financer cette transformation, cette réindustrialisation, il faut que nos entreprises industrielles puissent investir en R&D. Et donc, il faut des entreprises d'une certaine taille. On avait discuté ensemble et en l'occurrence, je vous avais parlé, moi, des fonderies d'aluminium, notamment dans l'Est de la France. Il se trouve, alors je ne sais pas, Olivier, mais c'est Roland Berger qui avait fait justement, mandaté par... Non, mais c'est super intéressant, mandaté par le ministère de l'Industrie, un rapport complet sur ce qu'on pouvait faire de l'ensemble de ces fonderies qui sont aujourd'hui dévastées par la mutation de l'industrie automobile. Voilà, il n'y a plus de diesel, il y a de l'électrique et donc il y a moins d'aluminium. Ce rapport, d'ailleurs, avait...
frappé au plexus un certain nombre. Vous aviez fait votre boulot, j'ai aucun problème avec ça. En gros, vous disiez exactement ce que vient de dire Claire, c'est-à-dire il faut en fermer la moitié pour concentrer et pour faire des tailles critiques sur celles qui sont aujourd'hui les plus solides. Et donc ça, mais ça peut être justement un boulot qui est fait par des acteurs du capital privé, parce que c'est impossible de le faire autrement, en fait. En fait, il faut quand même, je pense, tordre le cou à une idée fausse selon laquelle le capital investissement ne permettrait pas de réindustrialiser. C'est assez faux, parce que dans les faits, regardez sur des métiers assez traditionnels, tels que par exemple le packaging verrier, le packaging à base d'aluminium, ou en carton, ou encore sur la logistique, enfin des métiers quand même très traditionnels. Là, on pourrait citer énormément de cas de sociétés qui... Citons-là, Verallia par exemple, donc sortie de Saint-Gobain, c'est ça, très intéressant. Reprise par des capitaux privés, absolument, tout à fait, qui a aujourd'hui une croissance extraordinaire. Qui n'a fermé aucune usine, absolument. Qui a, je crois, aujourd'hui 1000 ou 2000 emplois de plus, absolument. Qui est passé de 17 à 25% de BE et qui ensuite est allé se recoter à la bourse. C'est quand même un cas très intéressant. Mais un cas à peu près identique, qui date d'il y a 10 ans, c'est les anciens laminoirs de Péchiner, Constellium, une très belle aventure industrielle, accompagnée par un fonds et par la BPI, qui est après est allé se coter, alors là, excusez du peu, à New York. C'est quand même extraordinaire. Et c'est d'autant plus passionnant. Non, mais il faut juste dire un mot totalement Constellium, parce que Constellium Péchinet, c'est un traumatisme industriel. Alors, vous n'étiez pas né, mais c'est un traumatisme industriel pour notre génération. C'était Alcan, c'était tout ça, ils vont encore tout massacrer. Et en fait, non. Le capital a fait la preuve, effectivement, une forme de sortie du traumatisme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une extraction d'un métier qui était autonome et tout à fait viable, et qui a retrouvé, et qui est redevenu cœur. C'est toute la différence entre être non-cœur dans un immense groupe ou être cœur dans un groupe plus petit, qui est le vôtre, et dans lequel vous retrouvez de la croissance, comme ce fut le cas dans son temps avec, par exemple, Lafarge Matériaux de Spécialité, qui est devenue une très très belle aventure autonome, et qui elle-même après a donné naissance à plein de petites aventures et qui sont même devenues elles-mêmes assez grandes. C'est un cas étonnant d'une succession de... Et c'est là où on met le doigt sur ce dont on parle en fait depuis le début de cette émission, c'est pour faire de telles transformations, il faut des compétences qu'un chef d'entreprise, aussi talentueux soit-il, ou même qu'une équipe de management qui démarre, ne peut pas avoir. C'est ça un peu l'idée ? Alors, je pense que c'est la conjugaison des compétences. Parce que finalement, que peut faire un chef d'entreprise ? C'est éventuellement avoir des intuitions, d'une part, avoir aussi du leadership. Un fonds n'est pas forcément là pour avoir des intuitions. Il est là pour, je pense, mettre un écosystème et accélérer les tendances. Donc tout à l'heure, quand on parlait d'accélération, de l'internationalisation, de la digitalisation, des tendances ESG, ce sont des tendances évidentes. Par contre, il faut se forcer à les mettre en œuvre. C'est pas si simple que ça. Mais par contre, l'idée de génie, l'irrationalité parfois de l'acte créateur, là, ça vient plutôt du dirigeant que du fond. Faut quand même dire les choses. Il y a un mix de compétences autour de cet écosystème. Enfin, il faut qu'il y ait une harmonie. Oui, c'est ça. Sans doute parfois compliqué à trouver. Chacun apporte une pierre à l'édifice qui est un peu distincte. Mais moi, je suis quand même frappé par tous ces métiers qui étaient des métiers très matures, qui finalement n'avaient plus forcément leur place dans des grands groupes internationaux qui visaient la croissance, notamment à l'international, en Asie, etc., et qui ont retrouvé une vivacité en redevenant standalone, pardon, c'est ce jargon abominable anglais, mais autonome, indépendante, et en recréant une aventure avec des accompagnements de capitaux investisseurs. Et des exemples comme ça, je peux assurer, en France, il y en a beaucoup. Moi, il me donne de l'espoir par rapport à votre question de réindustrialisation. Tout à fait. Et je pense qu'on a notre rôle à jouer, parce que dans la transformation, aujourd'hui, on parlait d'attractivité, pour une entreprise industrielle, pour attirer en termes d'emploi, il faut aussi se transformer. Et proposer à ses salariés un environnement de travail qui n'est absolument plus celui qu'on pouvait imaginer il y a 15 ou 20 ans. C'est pour ça que tous ces sujets de transformation profonds, finalement, liés à ces critères ESG, ils transforment en profondeur l'entreprise et l'industrie. Donc, certainement, ça va être dans les années à venir des besoins de financement et des besoins de renforcer les fonds propres, parce que ça va prendre du temps, parce que ça va réorienter des investissements productifs, d'automatisation, de confort sur certains postes de travail. Donc il y a des vrais enjeux.
pour que l'industrie puisse se développer et rester en France. Isabelle ? Je voulais revenir sur le sujet argent public, argent privé, finalement, pour réindustrialiser aussi nos territoires. L'industrie, c'est aussi pas que de la vieille industrie, comme on pourrait le voir Bien a priori. C'est aussi beaucoup de nouvelles technologies. On parle de l'enjeu carbone, et tu mentionnais le cas sur l'hydrogène. Voilà, on a été financé récemment un actif industriel en Vendée pour produire de l'hydrogène vert. Et là, c'est une combinaison d'argent public et d'argent privé. Et donc, il faut être audacieux, il faut avoir des jeunes dirigeants qui se lancent dans le secteur industriel sur un enjeu qui est de décarboner notre production d'énergie et qui arrivent à rassembler des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs pour mettre en place une nouvelle industrie dans les territoires de manière vertueuse, dès le départ. Et là, vous avez de l'argent public, de l'argent privé qui arrive. Et il faut venir aussi d'où vient l'argent privé. Il faut aussi se rappeler que nous avons en France beaucoup de chance d'avoir des investisseurs institutionnels qui sont aussi ce qu'on appelle, nous, les bailleurs de fonds. C'est ceux qui viennent souscrire dans les fonds que nous gérons et ensuite, c'est leur argent que nous allons investir dans des entreprises ou dans des actifs d'infrastructure. Et ces acteurs-là, aujourd'hui, ils veulent avoir une utilité territoriale, une utilité sociétale. Et donc, leur enjeu de réindustrialiser, de redynamiser l'économie dans les territoires, c'est un enjeu numéro 1 pour eux. Et donc, c'est aussi une façon de montrer que finalement, tout le monde se rencontre. Tout le monde a intérêt, actuellement, en tout cas en France, il y a une vraie dynamique autour de cet enjeu de réindustrialisation des territoires, de redynamisation des territoires avec tous les secteurs. Absolument. Et c'est, oui, Mathieu, juste ajouter, c'est forcément le temps long. C'est-à-dire, c'est ça la différence par rapport, effectivement, on ne peut pas, les exemples que tu donnais ne pouvaient pas être financés par la bourse. C'est pas possible, elle n'est pas faite pour ça. Et elle ne peut pas avoir cette vision à 5 ans pour décider si l'histoire est viable ou pas. Oui, et puis Mathieu. Je peux témoigner aussi du fait que nous, même en tant que fonds d'investissement, nos propres investisseurs, dont tu parlais à l'instant, vont mettre les critères ESG dans leurs critères de sélection des fonds auxquels ils allouent des capitaux. Donc nous-mêmes, si on veut récupérer des capitaux à gérer, ce qui est notre métier, si on veut pouvoir les investir dans des startups, on doit répondre à ces critères-là, à la fois par les tests d'investissement qu'on déploie. Je te parlais tout à l'heure des trottinettes que tu n'as pas aimées, mais je pourrais te parler du bien-être, du digital, je pourrais te parler de plein de choses qu'on fait en termes de secteur d'investissement, de la santé, par exemple, la santé connectée. Mais ça ouvre un autre champ qui est un champ qui fera une autre émission à la limite, et je vous réinviterai avec grand plaisir. Sur le SG. Voilà, qui est aujourd'hui de quoi est-on sûr ? Voilà, je vais le dire comme ça, voilà. Exactement. Quels sont les bons labels ? De quoi est-on sûr ? Label, réglementation. Exactement, comment vont évoluer les réglementations et tout, voilà. Complètement. Mais je te laisse finir. Non, mais c'était ça le premier point, le premier point que je voulais faire. Et puis le deuxième élément sur l'industrie, la bonne nouvelle pour la France, c'est quand même qu'on parle de domaine, quand on parle de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire les technologies qui viennent aussi alimenter l'industrie existante en nouvelles technologies, la robotique par exemple, ce genre de choses. C'est des domaines dans lesquels la France excelle. On a d'excellents ingénieurs, on commence à avoir des boîtes qui émergent. On a un savoir-faire, c'est toujours bien de se dire que dans les secteurs stratégiques pour le pays, on a un savoir-faire historique dans lequel on a une chance de faire émerger des leaders mondiaux. C'est toujours plus facile de faire émerger des leaders mondiaux quand on a cette espèce d'a priori positif du reste du monde sur notre capacité à réussir dans un secteur donné. Donc ça, on le voit dans l'industrie parce qu'on a ces savoir-faire mathématiques, informatiques traditionnels en France qu'on connaît depuis des décennies et qui font le succès de nos boîtes. Claire, tu voulais ajouter quelque chose parce que... Très rapidement, mais pour dire qu'effectivement, quand on accompagne les entreprises, on les accompagne sur le long terme. Chaque investisseur, en général, j'ai 5 à 7 ans, et il n'est pas rare qu'on les accompagne, qu'il y ait des successions d'investisseurs financiers qui se succèdent, et ça fait qu'on accompagne des entreprises pendant 10-15 ans. Et c'est ça qui a créé un certain nombre de champions. Aujourd'hui, nous, on a fait une étude là-dessus sur ces champions européens et mondiaux. Par exemple, j'ai FIV qui me vient à l'esprit, qui est quand même une société d'ingénierie assez exceptionnelle. Extraordinaire. Donc, qui a été accompagnée pendant des années par le capital investissement. Une autre qui est une autre société industrielle qui s'appelle TLD, qui conçoit et produit les chariots pour les aéroports. Le matériel de piste d'aéroport. Voilà, qui est le leader mondial aussi, qui est une société industrielle française. Donc, c'est aussi clairement du temps long d'accompagnement. Et avec ces mutations qu'on voit venir, on a
tout notre rôle à jouer. Et c'est là qu'il faut distinguer aussi les actifs. C'est là qu'il faut distinguer aussi les cycles d'investissement qui sont ceux des investisseurs. On peut rester 5 ans dans une boîte, de la vie indépendante de la boîte. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une boîte technologique doit changer d'investisseur au bout de 5 ans, parce que nous, il faut bien qu'on rende les capitaux à ceux qui nous les ont confiés avec une plus-value, que l'entreprise elle-même doit se vendre à ce moment-là. Elle peut avoir à ce moment-là des fonds suivants qui prennent la suite. En parlant de FIV, qui est une histoire que je connais un peu, c'est justement l'une des clés, c'est-à-dire que à chaque rotation effectivement d'investisseurs, le patron aurait pu, et il faut bien le dire, fortune faite, se dire qu'il était temps de vendre, sortir et à la limite c'est légitime, réaliser son actif, et il ne l'a pas fait. À chaque fois il a tout remis dans la boîte, voilà. Et là tu te retrouves effectivement avec une histoire et avec un cycle qui donne une puissance extraordinaire et une histoire extraordinaire. Et on en voit des exemples comme ça. Tous les jours, nous, dans toutes les entreprises qu'on regarde, de patrons qui se reluent dans les entreprises, font investir leurs salariés aussi. Se reluent. Voilà, font investir leurs salariés. Et, est-ce que tu te relues? Ouais, peut-être me reluer. Et deviennent des actionnaires significatifs, voire majoritaires. Voilà, c'est ça. Là, je crois qu'on a le secret d'un des facteurs de compétitivité du capital investissement. C'est cette importance à ces dirigeants qui ne sont plus simplement des managers qui gèrent pour compte d'eux, mais qui peu à peu sont déjà impliqués financièrement, mais qui même deviennent eux-mêmes des capitalistes. Ils sont eux-mêmes des capitaines d'industrie. Et donc, ce faisant, ils basculent vers le capitaine d'industrie et résultat, ils vont trouver de l'appétit pour typiquement conquérir l'international. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, cette société, TLD n'en parle Claire, mais il y en a encore plein d'autres comme ça, qui vont conquérir l'international alors qu'ils auraient très bien pu rester dans leur pré carré hexagonal. Et c'est cette mutation vers le capitaine d'industrie qui, moi, me frappe beaucoup. Du reste, ceux, quand on les interroge, qui en parlent, nous disent à quel point ça a été une révélation dans leur vie. Je dis ça exprès dans leur vie parce que souvent, ils n'ont pas démarré en montant une start-up. Il y a bien des start-upers qui ont démarré en montant des start-up, mais il y a aussi des gens qui ont découvert à un moment donné le capital investissement dans le courant de leur vie du dirigeant et qui se sont mutés en capitaine d'industrie sur le tard, entre guillemets. Pour en rester à Frédéric Sanchez, en l'occurrence, le patron de FIV, il est au cœur de cette boîte. Elle est en train, en fait, de partir en ruine. C'est quand même, ce sont les héritiers de ceux qui ont construit la Tour Eiffel, c'est ça, FIV. Et il se dit, c'est pas possible. Et il va faire exactement ce que tu décris, voilà. Oui. Sur 5 ans, 10 ans... Et avec un autre effet bénéfique aussi, qui est que quand les cycles d'investissement tournent, donc les premiers business angels dans le cas des entreprises technologiques vendent leur part pour les céder à un plus gros fonds qui va prendre la suite, ça veut dire aussi qu'ils font de la plus-value et qu'ils peuvent la réinvestir ensuite. Ouais. Et donc, des dirigeants ou des business angels qui ont gagné de l'argent et qui réinvestissent dans l'économie, ça fait autant de savoir-faire en plus et ça fait autant de capitaux pour réamorcer la pompe. Alors, parfait. Dernière partie, justement, ce qui nous amène, alors, les Français et le capital. C'est une arlésienne, Claire, depuis... Je me souviens de Jacques Chirac parlant de l'idée qu'il fallait drainer l'épargne des Français vers le capital. Et en fait, on n'y arrive jamais, quoi. Et c'est aussi ce que j'ai annoncé quand j'ai pris mes fonctions comme nouvelle présidente de France Invest. C'est un de mes objectifs clairement affichés. Bonne chance, puisque, merci, mais on est en train de s'en donner les moyens, je vous explique comment. Donc, en fait, ce que j'ai dit, c'est que je souhaitais qu'il y ait 10 milliards qui soient levés à horizon 5 ans auprès des particuliers. Oui, mais alors, ça, 10 milliards, ça va, mais c'est tout petit, 10 milliards, 1700 milliards d'assurance vie. C'est tout petit. Mais c'est moins. Oui. Alors, si on fait le constat aujourd'hui, c'est les flux d'épargne annuels. Bon, en 2020, ça a été un peu exceptionnel puisqu'on a eu un surcroît d'épargne, mais c'est moins de 1%. Donc, on est à 0,6% de l'argent des Français, de l'épargne des Français investie vers l'économie réelle. Donc, c'est sûr qu'on a de la marge. D'accord. Ça, c'est certain. Mais voilà. Donc, comment on fait? Et donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est passer de 0,6 à 0,7, quoi. Si on doublait déjà, ça serait, vu les montants en jeu, quand on parle de 150 milliards par an d'épargne, ça serait déjà, si on double... ce serait significatif. Ça serait significatif. Mais donc, comment on fait? Parce que c'est ça, je me donne des objectifs, mais comment on fait pour les atteindre, ces objectifs? Alors déjà, je pense qu'on est dans un moment différent de celui qu'on a vécu, où on a quand même un alignement des planètes. Et je m'explique. On a aujourd'hui des sociétés de gestion, donc qui sont nos adhérents France Invest, qui historiquement s'intéressaient plutôt, comme Isabelle le disait, aux investisseurs institutionnels qui investissaient dans cette classe d'actifs. Aujourd'hui, ces sociétés de gestion sont en train de s'intéresser fortement
à cette classe d'actifs des particuliers. Alors, ce qui n'est pas simple, puisqu'on n'est plus en train de parler avec une vingtaine d'investisseurs, mais là, on s'adresse à un marché de volume. Donc, ça implique de la digitalisation dans les sociétés de gestion, ça implique d'y mettre des moyens. Aujourd'hui, on n'avait pas vu ça jusqu'à maintenant. Ce que je vois aujourd'hui, moi, sur le terrain, ce sont des sociétés de gestion qui s'équipent, qui mettent des moyens financiers et humains pour adresser ce segment des particuliers. Donc, bon, déjà, les producteurs, entre guillemets, sont là, ils sont en train de se mettre en ordre de marche. D'autre part, on a les distributeurs, donc les banquiers privés, les CGP, et ensuite tous les autres véhicules qui vont permettre de drainer, donc l'assurance vie et l'épargne retraite, notamment. Donc, il y a eu déjà, avec la loi Pacte et les UC, évidemment, des unités de compte, la possibilité, effectivement, de faire venir le capital investissement dans ces unités de compte. Donc, ça commence, c'est en train de prendre, mais ce n'est pas significatif pour le moment. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une volonté de tous ces acteurs-là d'y aller de façon plus importante. Tout le monde sait aujourd'hui que l'épargne retraite... Et pour une raison claire, c'est que c'est vous qui êtes aujourd'hui en capacité de délivrer du rendement. Voilà. Et vous seul. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'aujourd'hui, l'épargne retraite, qui est investie à 70% dans des produits qui ne rapportent rien. Qui même font perdre de l'argent, si l'inflation repart. Voilà. Il y a quand même un sujet, et aujourd'hui, on fait partie d'une classe d'actifs qui apporte le plus de rendement et de stabilité de rendement dans le temps. Vous me donniez un chiffre, au printemps dernier, j'avais pas, parce que j'étais concentré sur l'interview, et donc j'ai été... C'est un rendement de 8-10% sur les 10 dernières années. C'est 10% sur les 10 dernières années de rendement net, et 11% sur les 15 dernières années. Donc en fait, on est au-delà de 10% de rendement. Donc forcément, c'est une classe d'actifs qui apporte du rendement pour les particuliers. Donc il faut que cette classe d'actifs soit plus ouverte aux particuliers. C'est une évidence. Donc il y a ce sujet-là. Et puis il y a un autre sujet aussi en ce moment qui me fait dire qu'on est dans un bon momentum et dans un bon alignement des planètes. C'est quand même aussi l'intérêt des particuliers de donner du sens à leur épargne. Donc on a vu que le crowdfunding, il y a des choses beaucoup, où là on ne se préoccupe pas forcément du rendement d'ailleurs, mais en tout cas on a une épargne qui donne du sens. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet pour les Français, et se dire qu'on investit dans la PME, dans l'ETI, dans la start-up, dans la licorne, dans laquelle on est employé, parce que c'est ça aussi, les sociétés qu'on accompagne sont des sociétés qui grandissent 2 fois plus vite et qui créent surtout 2 à 3 fois plus d'emplois que le secteur privé. Donc voilà les enjeux qui sont derrière ces éléments-là. Donc on va y aller. On y va, on a mis en place des groupes de travail pour adresser à la fois des sujets aussi réglementaires, qui ne sont pas si simples. Il y a encore pas mal de grains de sable qui font que ça ne fonctionne pas. Donc on va faire des propositions aussi au pouvoir public sur ces sujets-là. Je veux rebondir complètement sur ce que dit Claire, parce que c'est vrai qu'en tant que société de gestion, aujourd'hui, l'argent que nous gérions venait essentiellement des acteurs institutionnels, mais clairement aujourd'hui on cherche à se tourner vers les particuliers, et c'est extrêmement complexe. Et en effet, il y a un vrai enjeu de digitalisation, parce que, comme tu disais Claire, c'est des dizaines de milliers de souscripteurs auxquels on s'adresse, ça n'est plus quelques centaines. Donc on passe au volume, et donc comment on s'adapte, comment nous aussi on se transforme. C'est aussi une façon de s'exprimer à des clients de manière différente. Donc on doit aller chercher d'autres compétences, nous aussi en interne dans nos sociétés de gestion, pour pouvoir adresser ce marché. Et puis en effet, il y a un enjeu réglementaire qui est assez complexe, qui fait qu'aujourd'hui les grains de sable sont encore nombreux. Donc là, on a un vrai enjeu. On est dans une logique de zéro mort, c'est-à-dire il faut protéger à tout prix l'épargnant, il faut limiter le risque au maximum. Tout à fait. Après c'est, comme dit Claire, c'est un rendement annuel qui est aujourd'hui le plus attractif sur le marché. Le risque, c'est aussi une moindre liquidité, donc il faut aussi pouvoir bien l'expliquer aux épargnants, mais c'est aussi plus de sens. Et en effet, derrière, il y a cette notion et cette volonté d'avoir plus de proximité dans ces placements, à savoir en effet que indirectement, je finance telle et telle société qui finalement fait partie de mon quotidien. Ça donne une autre puissance. Mais Isabelle, ça va même au-delà, c'est un projet politique en fait. C'est-à-dire que c'est une réconciliation entre la France et le capital, et on en a absolument besoin. Mathieu. Peut-être pour donner un éclairage là-dessus, un exemple en fait. Nous chez Wildstar, on n'avait pas
d'accès aux particuliers jusqu'à il y a 2-3 ans. On n'avait pas du tout d'accès aux particuliers. Et en fait, les particuliers, ils ont 2 écueils. Le premier, c'est je vois qu'il y a le secteur technologique qui progresse, et moi, j'en bénéficie pas, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a j'ai investi dans la start-up de mon cousin, mais ça marche pas. Et nous, on est là pour réconcilier les deux. C'est-à-dire que quand vous investissez dans un fonds, typiquement, il ne faut pas investir dans un fonds, d'ailleurs, il faut investir dans plusieurs fonds pour diversifier votre épargne. C'est la base de la gestion financière. Mais on donne accès, nous, maintenant, par des conseillers en gestion patrimoine ou par des banques privées, à des gens, à des fonds technologiques qui permettent de façon dérisquée d'avoir accès aux meilleures sociétés technologiques. Donc cette approche-là, elle est intéressante parce qu'elle permet de profiter. Voilà, il se passe quelque chose, l'épargnant est intéressé, le politique est intéressé parce qu'il a besoin de drainer de l'épargne vers l'innovation. Et puis, tout un chacun voit bien qu'il faut aller vers ce type de modèle. On a accès à un secteur qui est en développement et en même temps en protégeant son risque parce qu'en tant que particulier, on ne peut pas se permettre de prendre une paume importante si on n'a qu'une ligne en participation. D'où l'intérêt de pouvoir accéder à des fonds de capital investissement comme on peut le faire aujourd'hui. Olivier ? Si je décale un peu le débat, je crois qu'il y a d'une part la nécessité en effet de faire profiter au plus grand nombre de ces rendements élevés, avec en effet les difficultés de valeurs liquidatives qui sont peu fréquentes, hein, donc un problème de liquidité d'une part, et puis d'autre part... C'est ça, il faut accepter un blocage de 5, 6, 7 ans. Quoi. Alors non, parce qu'on peut faire des valeurs liquidatives intermédiaires, il peut y avoir un flottant qui permet de reprendre. Mais on n'a aucune garantie là-dessus. Mais disons que oui, il y a... Par définition, tant qu'il n'y a pas eu de liquidité avec une tierce partie en face, on est dans des valeurs à dire d'experts. Et donc, évidemment, c'est une des limites tout de même de la chose. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, structurellement, c'était historiquement plutôt pour des investisseurs professionnels qui avaient le temps et le degré de professionnalisme pour rentrer dedans. Donc ça, il ne faut pas sous-estimer quand même la complexité qui est celle-ci. Et la deuxième aussi, qui est la nécessité d'informer des non-professionnels le plus grand nombre et avec, évidemment, les limites. On ne peut pas non plus les informer jusqu'au bout, donc on est forcé de leur donner un peu d'informations. Pour eux, il est difficile d'accepter le risque de baisse. Donc, mais cela étant, c'est extrêmement enthousiasmant, parce qu'évidemment, on voit tous une espèce d'évidence qu'il faut l'élargir. Mais il y a une autre cible aussi, je trouve, et je la vois se développer avec plaisir, c'est celle de tous les employés des sociétés qui sont accompagnés par les capitaux. Alors on va finir là-dessus, il nous reste 2 minutes. Partage du profit. Eh bien oui, mais ça marche assez bien. Toutes les fois où c'est lancé, vous pouvez envisager que des opérations particulières se passent lors des liquidités. Vous pouvez envisager que les employés, de manière assez large, participent avec éventuellement des structurations par niveau de risque, pourquoi pas, parce que... non, mais c'est très important. C'est possible de faire ça, techniquement. C'est un magnifique message de fin, c'est-à-dire le chef d'entreprise qui va faire appel, en fait, du capital développement, va avoir tout à coup des outils incroyables pour associer l'ensemble de ses salariés au profit, ce qui est aujourd'hui très compliqué. Et ça, je crois que les sociétés d'investissement sont tout à fait mûres pour ça. Enfin, je ne parle pas, c'est Claire nous le dira. Mais en tout cas, moi, je vois, parce que je suis très proche des industries elles-mêmes, qu'on aura là un terreau favorable. C'est une certitude. Aujourd'hui, de toute façon, ce que je disais, c'est que le capital humain est tellement important dans l'entreprise que nous, on a la conviction qu'il faut qu'il soit associé et que tout le monde soit associé. Et que le partage de la valeur se fasse entre les actionnaires et pas uniquement le top management, mais avec l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et alors, on pousse vraiment ça et on va continuer à le pousser. Aujourd'hui, notre ambition, c'est que 100% des entreprises accompagnées par le capital investissement d'ici 2030 et c'est mis en place ces outils de partage de valeur qui sont au-delà des outils légaux de participation ou à disposition d'intéressement, mais vraiment de partage de valeur avec l'ensemble des salariés. Alors, la loi PAC nous a aidés à ça, puisqu'aujourd'hui, on a un mécanisme de partage de valeur qui a été mis en place dans le cadre de la loi Pacte qu'on peut utiliser. On a aussi les mécanismes de FCPE. Donc, on a aujourd'hui une palette d'outils, mais c'est un enjeu clé. Je parlais des enjeux environnementaux, les enjeux sociétaux dans nos entreprises et dans les entreprises qu'on accompagne sont au cœur de la croissance, de l'intégration et du capital humain des entreprises. Donc ça, on le pousse, on va le pousser et on ne lâchera rien sur ce sujet de partage de valeur. Magnifique phrase de fin pour cette émission formidable. Merci mesdames, merci messieurs. Merci Stéphane. Et nous les amis, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bismart. Merci Stéphane.